Tirreno Adriatico, Étienne. Tirreno Adriatico est l'autre course qui nous a tenu en haleine en même temps que Paris-Nice. Une course qui aurait été quand même, on va pas dire haletante, mais qui a été quand même très serrée. On a dans le classement général final qui a été remporté par Primoz Roglic, les 8 premiers se tiennent en 57 secondes à l'arrivée de cette semaine, avec donc la victoire finale de Primoz Roglic devant Joao Almeida et Tao Gegenhardt. Kamna 4e, Ciccone 5e, Enric Mas et Mikel Landa font 6 et 7, Hugh Carty 8, Vlasov 9e et Thibaut Pinot 10e, juste devant Adam Yates. Je te coupe. Normalement, Thibaut Pinot remonte à la 8e place grâce à, il n'y a pas eu une histoire de disqualification ou de problème de pénalité pour Landa et un autre coureur. Et qui a été annulée, cette pénalité disqualification. Okay. Voilà, c'est pour ça. Eh bien, c'est vrai, il aurait dû y avoir une vingtaine de secondes de pénalité pour 2 coureurs qui étaient dans le top 10. Il était annoncé 8e à un moment donné, il a été rétrogradé à 10e, c'était sa place normale. Ce qui n'est pas pénalités, plus mal, parce que bon, c'est très dur. Qui ont été donc annulés. Étienne, victoire finale de Primoz Roglic, qui n'a pas été forcément le plus fort pendant cette semaine, mais qui aurait été finalement le plus intelligent, je dirais, même s'il n'est pas vraiment en forme. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le constat ? Je partage totalement ton avis, et dans ces cas-là, quand t'es pas le plus fort, il faut savoir jouer sous les antagonismes. Et c'est ce qu'a particulièrement su faire Primoz Roglic, parce qu'en plus de pas être le plus fort, il avait pas forcément une si grande équipe que ça. Il y avait Kelderman, il y avait Wout van Aert, mais il s'est quand même parfois retrouvé un peu livré à lui-même. Et dans ces cas-là, il a su laisser faire les autres. Henrik Mas qui attaque, d'autres qui bouchent le trou, Landa qui attaque, d'autres bouchent le trou. Et finalement, Roglic, il a pas eu tant à travailler avec ça. Et on parlait tout à l'heure de jump pour Tadej Pogačar. Le jump de Primoz Roglic, on l'a vu, il est quand même pas si mal que ça. Après, tu parles... Alors oui, sur le jump en lui-même, d'ailleurs, je m'intéresse à ça aussi, le nombre les secondes de bonification prises sur ce Tirreno. Au général final, Joao Almeida termine avec 18 secondes de retard sur Roglic. Roglic, pendant Tirreno, a pris 30 secondes de bonification. Almeida en a pris 4. Sans les bonifications, Almeida remporte Tirreno. D'ailleurs, c'est un peu une déception sur ça Almeida, parce que on sait que c'est un bon grimpeur, on sait que c'est un bon rouleur, mais on sait aussi qu'il a plutôt une bonne pointe de vitesse pour terminer les choses, et là on l'a pas du tout vu. Finalement, il était toujours un peu à la rupture quand il y avait explication finale, et comme tu dis, 4 secondes de bonification, 30 secondes de bonification pour Roglic. Et ça peut se jouer à ça un Tour de France aussi. On le voit, alors c'est Primoz Roglic qui a quand même, grâce à son jump, était très intelligent, mais bon, il claque quand même 3 étapes de suite sur ce Tirreno Adriatico. Il faudrait que je retrouve, il me semble que c'est l'étape qui arrive à Osimo. Non, c'est pas celle de Osimo. Attends, il va falloir que je la retrouve. Je crois que c'est... voilà, c'est ça. C'est la 5e étape qui arrive à Sassoteto, comment dire, il y a eu les derniers kilomètres aussi qui ont été supprimés à cause du vent, où Primoz Roglic, on l'a pas vu de la montée, il est sorti à 50 mètres de l'arrivée pour l'emporter. C'est là, c'est du tableau noir pour prouver l'intelligence de Primoz Roglic, cette étape-là. On l'a pas vu de la montée, il est resté caché vraiment. Il y a eu des attaques, on a vu Enric Mas bouger, Mikel Landa bouger, et puis c'est revenu à la pédale, et derrière, il sort à 50-100 mètres de l'arrivée pour faire le sprint vent de face, puisque c'était vent de face sur la montée. Le jour où, il me semble, à Paris-Nice, l'étape a été annulée à cause du vent. Là, on a bien vu ce que pouvait faire Primoz Roglic. D'ailleurs, je te pose la question, Étienne. On parle de Primoz Roglic sur le Tour d'Italie. On a vu Vingegaard en retrait sur Paris-Nice. Est-ce que on peut avoir peut-être au dernier moment un changement de plan de la part des Jumbo ? C'est compliqué à comparer parce que il n'y a pas eu de grande bagarre sur Tirreno Adriatico. On a vu un Roglic fort, mais on n'a pas vu un Roglic autant attaqué comme a pu ne serait-ce l'être. Pogačar a été presque plus attaqué par David Gaudu que ne l'a été Primoz Roglic par ses concurrents. Alors évidemment, il y a cette étape, comme tu l'as dit, qui a été amputée et qui a surtout été, au-delà du fait qu'elle a été amputée de 2 km, elle a surtout été amputée à cause du vent de face. C'est impossible d'attaquer vent de face, celui qui attaque, il se fait exploser les jambes. Donc s'il n'y a pas eu d'enseignement à tirer.
mais je pense qu'il Ouais, est mais c'est trop tôt. l'intelligence de Roglic aussi. C'est l'intelligence de Oui, Roglic. mais sur le Tour de France, il sera plus harcelé par Pogacar. Tu as beau être intelligent, à un moment, si t'as pas les jambes, t'as pas les jambes. Et de ce que j'ai vu sur Paris-Nice ou Tirreno Adriatico, je suis incapable de dire que Roglic a pris l'ascendant. Et pour moi, je ne pense pas qu'il ait pris l'ascendant. Toi-même, tu l'as sous-entendu. Il était pas forcément le plus fort sur Tirreno Adriatico par rapport aux autres. Il était le plus malin. Et Oui. je pense que sur le Tour de France, face à un Pogacar ou même face à un David Gaudu de ce niveau-là, ou un Vingegaard qui aura retrouvé ses sensations, je l'espère pour lui, l'intelligence, ça a ses limites. Avec un Wout van Aert qui notamment dans l'étape des murs, je crois que c'est l'étape de samedi, Wout van Aert a fait un boulot monstrueux pour faire exploser le peloton avec, moi j'ai cette image en tête de Julien Alaphilippe qui craque sur une accélération de Wout van Aert, je crois que c'est quoi, une trentaine de kilomètres de l'arrivée dans l'avant-dernière boucle où Alaphilippe est dans les premières places du peloton et quand Wout van Aert accélère dans le mur et maintient son effort surpuissant, Alaphilippe lève la main d'un geste de dépit en mode allez vas-y pars tout seul, moi je vais pas suivre ton rythme, c'est pas possible. Wout van Aert a quand même permis à Primoz Roglic d'aller gagner ce Tirreno Adriatico. C'est aussi voilà, quand t'as un lieutenant comme lui, on l'a vu sur le Tour de France l'année dernière, tu peux aller très loin. Ça, c'est clair. Mais l'année dernière, déjà, il fait un travail extraordinaire sur plusieurs étapes. N'oublions pas l'étape des pavés où, s'il est pas là, je pense que Vingegaard, il a perdu le Tour de France avant même qu'il commence réellement. Et après, on a ce souvenir de ce qu'il a fait à Otakam, là. Ah ben oui. Mais moi, le plus marquant, c'est l'étape des pavés. S'il n'y a pas Wout van Aert pour rouler comme un buffle pendant 40 km, Vingegaard, il perd 4-5 minutes ce jour-là, je pense, parce qu'il était vraiment à la rue quand il tombe. Et on voit cette image des Jumbo, là, il est totalement perdu. Et je pense que là, Vingegaard, c'était terminé pour lui. Ouais, complètement. On va parler vite fait de ce Paris-Nice encore, de ce Tirreno Adriatico encore, avec les deux qui accompagnent Primoz Roglic sur le podium. Joao Almeida, deuxième de ce Tirreno Adriatico. Tao Gegenhardt, troisième. On parlait de Mats Pedersen dans le débrief de Paris-Nice où c'est vrai qu'on avait annoncé Mats Pedersen comme le pire champion du monde de l'histoire. On avait annoncé Tao Gegenhardt comme l'un voire le pire vainqueur du Tour d'Italie de l'histoire, lui qui l'a remporté en 2020. Petit à petit, Tao Gegenhardt, il s'affirme comme le fait Mats Pedersen aussi au plus haut niveau mondial. Tout à fait. Et puis, c'est vrai que quand on gagne un grand tour ou une grande course, des fois, les gens auraient envie de voir quelqu'un qui domine. Et des fois, gagner un grand tour, c'est des sollicitations, il faut digérer ça. Il était jeune. Jay Hindley, c'est pareil, il a mis celui qui fait deuxième du Giro derrière Tao Gegenhardt. Il a mis une grosse année à bien digérer. L'année dernière, il est revenu au top, il a claqué son Giro. Cette année, c'est peut-être une chance pour Tao Gegenhardt. En plus, au-delà de ses bonnes places, il se révèle aussi comme un bon puncher. Donc ça peut être une carte pour Ineos dans les Ardennaises, parce qu'il a quand même une bonne pointe de vitesse, des attaques qui ont été tranchantes. Il revient bien, c'est encore un coureur qui est jeune, donc il fallait lui laisser un peu de temps. Tout le monde n'est pas forcément capable d'enchaîner comme le fait Pogacar dès une première victoire sur un Tour de France. Tao Gegenhardt, tout comme Joao Almeida, qui sont annoncés eux sur le Tour d'Italie au mois de mai. Joao Almeida, ça peut jouer la victoire finale sur le Tour d'Italie? J'ai envie de dire non parce que j'ai toujours l'impression qu'il lui manquera un truc. C'est-à-dire que c'est un bon rouleur, mais c'est pas le meilleur rouleur. C'est un bon grimpeur, mais c'est pas le meilleur grimpeur. S'il a une bonne pointe de vitesse, mais c'est pas le meilleur point de vitesse, donc il est pas capable d'aller choper les bonifications. Sur le chrono, il pourra toujours se faire dominer par un Evenepoel. Et en montagne, j'ai toujours l'impression qu'il sera aussi dominé par un Evenepoel. Donc même par un Roglic d'ailleurs. Donc au final, je pense que c'est un bon coureur pour aller marquer des gros points UCI. Le coureur qu'on aime quand il faut aller chercher des points, parce qu'il va aller faire il va deuxième de Tirreno, il va aller peut-être faire quatrième ou troisième du Giro. Mais pour aller chercher la grande victoire, je pense qu'il lui manquera un truc. Dans ce classement général final de Tirreno Adriatico, on a Enric Mas et Mikel Landa qui font 6e et 7e. Quel punch en négatif face à Primoz Roglic, on a pu voir. Mas et Landa qui sont placés, qui sont pas forcément au top de leur forme, je pense là, sur ce mois de mars. Je squeeze les deux, on va passer sur Thibaut Pinot quand même qui fait top 10. Tu voulais peut-être parler de Enric Mas ou Mikel Landa, mais très vite fait, vas-y.
je voulais dire que Enric Mas m'a un peu déçu parce que sur le Tour de la Communauté de Valence, alors sans qu'il ait le même punch que Pogacar, mais on l'avait vu faire des bonnes choses avec son punch en fin de finale, et au moins pour aller chercher des deuxièmes places d'étape. Et c'est vrai que là, il a pas existé. Même peut-être Ouais. il est en rodage. En rodage, hein. Bon, oui, parce qu'on l'attend, Henrik Mas, on l'attendait quand même au niveau des tout meilleurs mondiaux sur les courses par étape de 3 semaines. On est qu'au mois de mars, on va voir ce que ça va donner pour Henrik Mas qui a annoncé lui sur le Tour de France cette saison. Je parlais de Thibaut Pinot, top 10. Bon, est-ce que c'est un bel espoir pour nous de voir un Thibaut Pinot performant sur le Tour d'Italie, ou alors, bon, ça veut pas dire grand-chose. J'aurais envie de dire, je suis assez neutre quant à sa performance parce que c'est un top 10 où finalement, il a quand même subi toute la semaine. Il a pas laissé la même impression que l'année dernière sur Tirreno où il fait aussi top 10, mais on l'avait vu pas mal sur l'étape Rennes où il doit faire sixième, où il était vraiment pas loin justement des Henrik Mas, Jonas Vingegaard et tout. Là, il est plus en retrait. Bon, maintenant, on sait pas trop ce qu'il vise sur le Giro, est-ce qu'il vise les générales ou est-ce qu'il va viser des étapes. Donc c'est difficile de se prononcer pour Thibaut Pinot, qui est aussi un coureur qui a besoin de monter en puissance. L'âge aidant dans ce sens-là. Thibaut Pinot qu'on espère. Moi j'ai annoncé un maillot de la montagne pour Thibaut Pinot sur le Tour d'Italie. On va bien voir ce que ça va donner. Julien Philippe, Étienne, est-ce qu'il t'a rassuré? Il m'a rassuré, non. Il m'a pas déçu non plus. J'ai envie de dire qu'il est à sa place. Je pense on reverra pas le Julien Alaphilippe de 2019, celui qui était capable d'avoir 15 succès dans une saison, de gagner un sprint massif sur Tirreno, de gagner Milan-San Remo. Maintenant, c'est pas la première fois où on se dit ouais pour Alaphilippe et qui nous claque une grande victoire derrière pour nous faire taire. Avant de gagner ces deux mondiaux, il faisait pas une saison exceptionnelle non plus et il avait été au top quand il fallait. Il reste encore 3 semaines avant le Tour des Flandres, qui est son premier gros objectif de la saison. 3 semaines, ça laisse encore du temps pour monter en puissance. Ouais, pour Julien Alaphilippe qui voilà, on attendait un top Julien Alaphilippe dès le début de saison, dès le mois de février, à claquer tout ce qui bouge. Il a gagné, hein. Il a gagné. On l'attendait peut-être Et plus. puis il fait deuxième à Tirreno, il fait quand même deuxième d'étape à Tirreno derrière Roglic. Bon, Oui, c'est peut-être pour ça que je demande passable. s'il nous a rassuré, hein, parce que pour le coup, après il se met à la planche, hein, pour le reste de l'équipe. Hein. C'est pas ça plus, quoi. C'est correct. C'est correct. C'est pas du grand Julien, mais il est dans les temps de passage. Voilà, c'est le bon terme. Il est dans les temps de passage. Bon, on verra dans le Poggio samedi pour Julien Alaphilippe. On va terminer ce débrief de Tirreno Adriatico. Étienne, en parlant du du plateau des sprinters qui était quand même très dense avec du Jacobsen, du Philipsen. Ça a été. On a parlé de Tim Merlier juste avant sur Paris-Nice. Ce duel à distance entre Merlier et Jacobsen, c'est bon pour la Soudal Quick-Step, pour l'émulation dans l'équipe. Ça avait bien. Jacobsen qui plante une étape. Hein. Ça avait bien marché à l'époque où il était en concurrence avec Jasper Philipsen du côté de la Alpecin, qui s'appelait la Alpecin Phoenix. C'est pas la première fois qu'il y a de la concurrence rude, hein, chez la Quick-Step. On l'a vu, Sam Bennett avait sauté au profit de Mark Cavendish sur le Tour 2021. L'année dernière, c'est Mark Cavendish qui est sacrifié au profit de Fabio Jacobsen. Donc il y a toujours eu traditionnellement au moins deux gros sprinters au sein de cette équipe. On a le souvenir de Gerd Stigmans et Tom Bonan dans les années 2000. Enfin, bref, les exemples sont légion au sein de cette équipe. Donc je pense que malgré ces petits déclats, très choc, un gars comme Patrick Lefevere sait très bien manager ses gars, qui sait très bien en tirer le meilleur possible. On a rarement vu quelqu'un régresser quand il est arrivé chez Quick-Step. Ils ont plus souvent progressé. Ce fameux bonus 5 Quick-Step. Ouais, c'est ça, le fameux bonus Quick-Step. Donc je me fais pas trop de soucis. Et puis ça sera le meilleur qui sera sur le Tour de France. Et vu que Remco Evenepoel est aligné sur le Giro, rien n'exclut d'emmener les deux après tout. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas après tout. Ils auront pas de leader pour le général. Ouais, exactement. Après, à voir ce que ça va donner pour la Quick-Step. Moi, je vais quand même me pencher sur la Alpecin de Koenig, Étienne, parce que bon, Philipsen, moi, ça m'a pas étonné, il a claqué 2 étapes, mais voir Mathieu Van Der Poel en poisson pilote, je sais pas si c'est possible d'avoir un meilleur. Alors bon, il y a Michael Morkov, ok, d'accord, mais voir Mathieu Van Der Poel en poisson pilote, c'est ce qu'on appelle un poisson pilote de luxe, hein, quand même. Hein. Parce que si Philipsen il claque ses 2 étapes, je crois que c'est sur la 2e étape, hein, que claque Philipsen notamment.
où Mathieu Van Der Poel, quand il a accéléré, c'était l'avenue des Champs-Élysées derrière pour Philipsen. C'est super de voir un si grand champion se mettre à la planche pour un autre grand champion. Ça prouve aussi une certaine mentalité de Van Der Poel. Parce que il était clairement pas à son meilleur niveau sur l'étape des murs, par exemple. Il est pas à son niveau. Un grand Van Der Poel aurait dû être dans le premier peloton. Et il y a pas que là où il a pas semblé à son meilleur. Sur la première étape que gagne Roglic, c'est pareil, Van Der Poel, il est pas au top à Tortoreto. Mais il a quand même l'esprit de sacrifice de dire, ok, je suis pas en grande forme. Je vais pas gagner cette semaine à Tirreno, mais je vais faire gagner mon coéquipier. Et ça, c'est quand même révélateur d'un très bon état d'esprit. Ça m'a plu. Et puis, chapeau Mathieu Van Der Poel. Ouais, Mathieu Van Der Poel qui était en reprise et sur l'Estrade et sur Tirreno après avoir fait une coupure après les championnats du monde de cyclocross, une course d'ailleurs que Tom Pidcock avait squeezé. Tom Pidcock, on va en parler dans Vélo Podcast, c'est un gros Vélo Podcast, on vient juste de terminer le débat sur David Gaudu, le débrief de Paris-Nice et de Tirreno, et là ce Vélo Podcast il est pas terminé. Vous allez en avoir pour plus d'une heure dans ce Vélo Podcast. Merci Étienne d'avoir été avec moi. On se retrouve très bientôt dans Vélo Podcast pour parler encore une fois de cyclisme. Étienne, on te retrouve sur Dico du Sport. Merci Guillaume. Et puis les efforts d'une heure, ça nous connaît, hein, tu le sais. Ah, effort curseur, on le sait. Effort Allez, curseur. ciao ciao. Ciao.